Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 15 février. Prudence et précautions recommandées pour la viande de mouton, d'agneau et de cabri. On craint une transmission de la maladie de la vache folle. Les éleveurs de bovins manifestent un peu partout leur colère. Le ministre Jean Glavany va demander à Bruxelles la possibilité d'aide directe à la filière bovine. Les territoires palestiniens strictement bouclés par Israël. Nul ne peut sortir ni entrer à Gaza. Enquête exclusive France 2, des objets familiers comme des bijoux ou du carrelage contiennent de l'uranium appauvri sans information aux consommateurs. Et puis ce soir à l'Opéra Bastille à Paris, première des 5 représentations exceptionnelles de Parsifal de Wagner avec Placido Domingo. Deuxième partie de cette édition, les élections municipales. Nous évoquerons Paris en compagnie de mon invité Philippe Seguin. Par précaution, il faut accroître les mesures de contrôle sur la viande d'agneau, de mouton et de cabri. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a donné son avis au gouvernement pour prévenir toute transmission de l'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine. Voyez l'enquête de Nathalie Moisan avec Benoît Gadret à Lyon et Christophe de Valambra à Poitiers. Venez voir, vous voyez, il y en a une qui vient de mettre bas récemment. Pour Claude Mettel, l'événement aujourd'hui, c'est la naissance d'un nouvel agneau. Certes, les recommandations de l'AFSA préconisant d'interdire des abats de moutons l'inquiètent. Pas sur le fond, la plupart de ces abats étaient déjà retirés de la vente, mais il redoute que l'image de sa viande soit touchée. Si le consommateur assimile l'ESB et le mouton comme ils l'ont fait avec le bovin, c'est sûr qu'au niveau commercial et au niveau économique, il va y avoir des retombées catastrophiques. Pour les scientifiques de l'agence sanitaire à Lyon, si aucun fait ne démontre que la tremblante du mouton soit transmissible à l'homme, plusieurs arguments indiquent que l'ESB peut l'être. Or, les chercheurs ont montré en laboratoire qu'on peut inoculer le prion de l'ESB aux moutons. Et même si aucun animal n'a jamais été trouvé malade dans la nature, l'AFSA recommande d'écarter de la consommation, pour les animaux de plus de 6 mois, la cervelle, les yeux, les amygdales et la moelle épinière. Et pour tous les animaux, la rate, les intestins et les amygdales. Les matériaux qui sont à risque, qui sont retirés chez les ovins, ce sont des organes ou des tissus dans lesquels la présence d'infectiosité a été reconnue quand un mouton était atteint de tremblante. Donc dans l'hypothèse où un mouton pourrait être atteint par l'ESB, on préfère retirer ces organes qui pourraient éventuellement contenir l'agent infectieux. Pour l'heure donc, aucune inquiétude sur la viande de mouton. Simplement, les côtes d'agneau devront être présentées sans la moelle épinière. Quant aux merguez, il faudra les fabriquer avec des boyaux synthétiques. Des recommandations qui suivent celles du comité vétérinaire européen. Il préconisait hier d'accroître les contrôles sur la viande de mouton. Les nouvelles mesures en faveur des éleveurs bovins, présentées aujourd'hui par Jean Glavany, cherchent à rééquilibrer le marché et à éviter le stockage des animaux qui s'accumulent depuis le début de la crise. Mais c'est vers Bruxelles que Jean Glavany doit maintenant se tourner pour obtenir la possibilité d'aide directe aux éleveurs. Commentaire Elisabeth Bonnet avec Roger Mathurin. Une fois encore, ils vont tenter d'obtenir des aides pour la filière bovine. Mais les éleveurs et les industriels de la viande savent que la marge du ministre de l'Agriculture est étroite. Les mesures annoncées visent donc essentiellement à réguler le marché. Le recours à la congélation et l'achat de viande par la communauté permettront de dégager des milliers de bêtes des exploitations et de réguler l'offre. Les contrôles douaniers vont également être renforcés pour éviter les fraudes sanitaires. En revanche, les aides directes sont de l'unique ressort de Bruxelles. Je réitère cette demande très ferme du gouvernement français que des aides ciblées, directes de compensation financière aux éleveurs les plus touchés soient accordées. Si jamais, et donc je vais les demander avec force, si jamais elles n'étaient pas accordées au niveau européen, nous prendrons nos responsabilités dès le lendemain. En attendant la réunion des ministres européens le 26 février, les éleveurs sont décidés à multiplier les actions sur le terrain pour faire plier Bruxelles. Les mesures du ministre sont dramatiquement insuffisantes pour la FNSEA, dont les militants un peu partout en France sont violemment manifestés, déversant soit des animaux ici, comme à Laval en Mayenne, ou alors du purin un petit peu partout, et cassant quelques entrées de bureaux de délégations départementales. Déception, explication des difficultés maintenant en compagnie d'un éleveur de taurillons au nord-est de la Mayenne, à Neuilly-le-Vendin, avec le reportage de Séverine Lebrun et Yann Moine. L'élevage, Jean-Luc Chenot ne connaît que ça depuis qu'il est tout petit. Il engraisse près de 300 taurillons, pour la plupart destinés à l'exportation. Mais depuis quelque temps, les bêtes ne partent plus à l'abattoir, faute d'obtenir un prix raisonnable. J'en ai une trentaine qui restent
dans l'exploitation parce qu'on arrive quand même à les partir au compte-gouttes. Mais bon, on hésite à vendre aujourd'hui. Quand on perd 5 francs du kilo, eh ben moi aujourd'hui, je suis pas pressé de les partir. Il faudra pourtant s'y résoudre car passé 24 mois, ces taurillons auront perdu une grande partie de leur qualité gustative. Mais à chaque bête vendue, l'éleveur perd 2000 francs. T'as vu la pression de ce matin? Oui. Mais on est loin du compte, hein. Selon Jean-Luc, ce ne sont pas les mesures présentées aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture qui vont changer quelque chose. Kilo, 1 franc 50. Je pense qu'on a un ministre qui n'a pas compris la crise là. Je ne sais pas s'il est au courant qu'il y a une crise dans l'élevage bovin, mais des fois on se le demande. C'est vrai que je suis en colère hein, parce que on est abandonné de toute façon. Il faut qu'on s'en sorte par nous-mêmes quoi. On demande des mesures d'aide directe. Eh ben, je suis désolé, on va retourner dans la rue, on va durcir le ton. Hein. Durcir le ton en attendant le 27 février une éventuelle décision européenne. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire carrément, la France, l'Europe a besoin d'un plan de sauvetage de l'élevage. C'est pas que des compensations, c'est un vrai plan de sauvetage qu'il faut mettre en place. Actuellement, près de 8000 éleveurs mayennais espèrent, comme Jean-Luc, sortir une fois pour toutes de l'impasse. Et c'est dans ce contexte que l'on annonce un nouveau label garantissant un meilleur contrôle de la viande de bœuf, commercialisée en boucherie ou en grande surface. Pour le bœuf haché, le logo sera celui de 100% muscle. Les péripéties judiciaires de José Bové continuent. Il était aujourd'hui devant les magistrats de la Cour d'appel de Montpellier. José Bové est accusé d'avoir participé à la séquestration de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture en mars 1999 à Rodez. Et puis, après ce procès, il y en avait un autre pour le démontage du chantier du McDo de Millau. Journée festive, vous allez le voir, à l'extérieur du tribunal. Reportage de Lamberton avec Florence Griffon. C'est une arrivée triomphale. En pénétrant dans la Cour d'appel de Montpellier, José Bové a la mine de celui qui a déjà gagné son combat. À croire que les 2 procès qui l'attendent ne sont qu'une formalité. On verra bien comment les juges, si les juges ont compris qu'ils jugeaient au nom du peuple français, je pense que le verdict est déjà dans la rue. Mais la justice ne l'a pas entendu de cette oreille. Avant de se pencher sur le démontage du chantier du McDonald's de Millau, la Cour a rejugé José Bové et 6 autres membres de la Confédération paysanne pour avoir séquestré 3 fonctionnaires à Rodez. En première instance, ils avaient été déclarés coupables, mais dispensés de peine. Je ne veux pas que les verdicts qu'on donne soient le moyen de festoyer sans que cela soit dissuasif, martèle l'avocat général. Il réclame 2 mois de prison ferme pour José Bové. Le ton est donné. Les réquisitions que vient de prendre maintenant le procureur signifient que l'accusation tient à faire un exemple de ce procès. Je ne crois pas, une fois encore, que ce soit la bonne réponse à apporter aux bonnes questions qui sont posées par cette action syndicale. José Bové menacé à nouveau de prison, rien de mieux pour renforcer la mobilisation. Il est très évident que s'il prend une peine de prison ferme qui va au-delà de la préventive qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il est obligé de retourner en prison, ça va être une telle émeute que je m'en réjouis d'avance. Mais dans les rues de Montpellier, l'ambiance reste à la bonne humeur. Les sympathisants de la Confédération paysanne multiplient les clins d'œil. Et en fin d'après-midi, alors que débute le procès en appel pour le démontage musclé du McDo de Millau, une brigade anti-OGM entonne à sa manière son chant des partisans. Nous sommes la brigade anti-OGM! Nous sommes la brigade anti-OGM! Un prélude au grand carnaval contre la mondialisation prévu demain après-midi, point d'orgue des 2 jours de procès. On les zigouille, on les écrabouille! On les zigouille, on les écrabouille! Une nouvelle affaire de pédophilie, elle implique cette fois un prêtre. C'est le parquet de Saumur qui a ouvert une information judiciaire à la suite du dépôt de plainte de 2 jeunes femmes accusant le prêtre de les avoir violées à la fin des années 80 alors qu'elles se trouvaient à Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire. Poursuite des recherches à Perpignan pour tenter de retrouver la trace d'une étudiante de 23 ans disparue samedi dans un secteur où d'autres femmes ont disparu. Plusieurs témoins ont été entendus et une information judiciaire a été ouverte. La sœur de la disparue témoigne dans le reportage de Zindine Boudaoud et José Boulestex. Retour au point de départ. Pour retrouver la trace de Fatima Hidraou, les enquêteurs passent au peigne fin ce terrain vague. Un terrain vague coincé entre la grande surface qui emploie l'étudiante et la cité universitaire de Perpignan. Des gardiens de la paix, des officiers de police judiciaire sont à la recherche du moindre indice. Un sac à main est découvert dans un fourré, il n'appartient pas à Fatima Hidraou. Même chose pour ses chaussures qui seront tout de même analysées par un laboratoire de la police scientifique et technique.
La disparition de la jeune femme reste un mystère et le procureur de la République ne veut évacuer aucune hypothèse. Imaginez dans une ville comme Perpignan, trois disparitions de jeunes filles, puis une quatrième disparition. On a immédiatement l'idée que cette quatrième disparition a un lien avec les trois autres. Mais jusqu'à présent, rien ne nous le dit. Enfin. La famille de Fatima Hidraou ne croit pas du tout à une fugue et redoute le pire. Si quelqu'un l'a vu, par pitié, que personne ne se dise pas qu'ils ont peur, il faut appeler, il ne faut pas hésiter. Et puis bon, mais si c'est quelqu'un qui l'a emporté, qui l'a tué, que voulez-vous que je lui dise, même si je lui demande de nous appeler pour nous demander où il a foutu son corps, ou ça m'étonnerait qu'il le fasse, mais bon. Les époux Andujar sont sans nouvelles de Tatiana, leur fille, depuis 5 ans. Ils revivent aujourd'hui les mêmes angoisses. Moi, je me mets tout à fait à la place de la maman de Fatima et j'imagine ce qu'elle vit en ce moment. C'est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer. Et donc on a tout de suite rebondi et puis on s'inquiète. On ne la connaît pas, Fatima, mais on s'inquiète comme si c'était notre fille. Hier, la famille de Tatiana s'est rapprochée de celle de Fatima pour lui prodiguer conseils et soutien. Mais cela fait maintenant 6 jours que Fatima Hidraou a mystérieusement disparu. Et pour ses proches, l'espoir s'amenuise chaque jour un peu plus. C'est au mois de mars prochain que la chambre criminelle de la Cour de cassation pourrait décider ou non d'annuler la condamnation à perpétuité de Patrick Dils en 1989 pour le meurtre de 2 enfants. L'enquête menée par les gendarmes de Metz sur les activités du tueur en série Francis Holm pourrait bien maintenant donner raison à Patrick Dils qui clame depuis toujours son innocence. Commentaire Pascal Doucet-Bon avec Christine Boss. C'est une habitude chez Francis Holm, ne reconnaître la vérité qu'à demi-mot, ne jamais tout dire d'un coup. Le tueur en série le plus célèbre de France a déjà avoué qu'il se trouvait dans la région du double meurtre en 86. Mais par hasard, avait-il affirmé. En fait, les gendarmes ont récemment découvert une toute autre vérité. Francis Holm était employé dans une entreprise de couvertures Ingrid toute proche des lieux du drame. Le quartier et ses habitants lui étaient donc familiers. Est-il pour autant le meurtrier de Cyril et Alexandre, 8 ans? Jusqu'à présent, la justice a désigné un autre coupable, Patrick Dils, 16 ans au moment des faits, condamné à la prison à vie après des aveux sur lesquels il est revenu. Ses parents ont toujours clamé son innocence. Ce qu'on a appris aujourd'hui, pour nous, c'est une information très importante. Ça prouve de plus en plus que Holm est très mêlé à cette affaire. Les familles des victimes, elles, s'en tiennent à la première version. La présence de Francis Holm dans la région n'est pas une preuve formelle. Nous n'avons aucune certitude, aucun élément particulier objectif de la participation ou de la présence même de Holm à Montigny-lès-Metz le 28 septembre 1986. C'est maintenant à la Cour de cassation de décider. Les éléments à charge contre Francis Holm induisent-ils un doute suffisant pour innocenter Patrick Dils? Pas de réponse avant le printemps prochain. En Israël, les violences semblent accélérer le processus d'union politique nationale entre droite et gauche. Ehud Barak, Premier ministre sortant, aurait décidé d'accepter d'être ministre de la Défense d'Ariel Sharon. Depuis hier, le blocus imposé par Israël aux Palestiniens est total. La population palestinienne est littéralement enfermée. Reportage de nos correspondants permanents Charles Anderlin et Joseph Handal. Dans les territoires palestiniens, bouclage rime avec chômage. Et dans le camp de réfugiés Haïda, près de Bethléem, 420 familles comptent plus que jamais sur l'UNRWA, l'agence de l'ONU d'aide aux réfugiés. Chacune reçoit chaque mois l'équivalent de 300 francs. Un sac de farine, du sucre et une bouteille d'huile. Avant l'intifada, Akel vendait des souvenirs aux touristes. On a gagné de l'argent avant les événements. Mon père m'a appris qu'il fallait garder de l'argent pour les jours noirs. Mais mes économies s'épuisent et je ne sais pas comment je vivrai dans un mois. Car la place de la Nativité est désespérément vide. Les magasins sont presque tous fermés. Aucun touriste ne peut pénétrer dans Bethléem. La situation est tout aussi difficile à Gaza. Les maraîchers du souk ont du mal à écouler leurs marchandises. Mes rentrées d'argent sont proches de zéro. Je ne peux plus payer mon loyer. En raison du bouclage, les gens n'ont pas de quoi acheter des légumes. Tous les indicateurs de l'économie palestinienne ont viré au rouge.
À Gaza, le chômage dépasse les 40%, la pauvreté s'étend rapidement et touche 50% de la population. L'activité économique a baissé de 60%. En d'autres termes, l'effet du bouclage est catastrophique pour la société palestinienne. Les États-Unis ne vont pas ratifier le traité créant la Cour pénale internationale. Le secrétaire d'État Colin Powell a confirmé ce refus du président Bush. En Allemagne, le tribunal de Francfort a condamné Hans-Joachim Klein à 2 ans de prison pour sa complicité à 9 ans de prison dans la complicité dans la prise d'otage des ministres de l'OPEP à Vienne en décembre 1975. Lors de son procès, Daniel Cohn-Bendit et l'actuel ministre des Affaires étrangères allemand Joschka Fischer étaient venus témoigner en sa faveur. Moscou affirme que ses troupes ont commencé leur retrait de Tchétchénie, mais 22 000 militaires y resteront basés en permanence. Le président indépendantiste tchétchène dément ce retrait et affirme qu'il y a 160 000 soldats russes en Tchétchénie. Dominique Gerda et Franck Brisset, nos correspondants, étaient il y a quelques jours sur place. Sur la base militaire de Khankala, rien qu'à l'allure de leurs pas, on devine qu'ils ne sont pas fâchés, ces jeunes soldats, de quitter enfin Grozny. Si l'on en croit le ministère de la Défense, les troupes russes commenceraient peu à peu à se retirer de Tchétchénie. Sur 80 000 hommes, c'est le chiffre officiel, il ne devrait à terme en rester que 22 000. L'armée a rempli sa mission, les bandits ont été exterminés et les petits groupes qui subsistent n'ont nulle part où aller. À l'annonce du retrait des premiers contingents, Aslan Masradov, le président tchétchène, a dénoncé ce qu'il appelle une fable destinée, dit-il, à tromper la communauté internationale. Il affirme, lui, que ce ne sont pas 80 000, mais de 120 à 160 000 hommes qui seraient actuellement stationnés dans la République rebelle. Et il est vrai que si certains au compte-gouttes finissent bien par regagner leur foyer après des mois passés en Tchétchénie, d'autres viennent prendre la relève. Ceux-ci sont arrivés dans la nuit, d'où sous risque, dans l'extrême-orient russe, des appelés qui, avant de débarquer ici, ne savaient rien ou presque de la guerre qui, depuis 16 mois, fait rage en Tchétchénie. On vient de très loin, et tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on nous raconte à la télé. Mais ces derniers temps, on n'a pas vraiment suivi les informations. Alors on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Dans la cour de la caserne de Kalinovskaya, la fanfare répète un air joyeux. 5 pas en arrière, 3 pas en avant. S'il fallait une musique originale à ce retrait, qui n'en est pas vraiment un, elle serait toute trouvée. Appel à l'aide internationale d'urgence en faveur de la Mongolie. Un quart du cheptel est menacé par le froid et la neige, mais surtout des dizaines de milliers de personnes dans la population nomade sont dans un état de misère extrême. Commentaire Maryse Burgot. Moins 52 degrés sur la Mongolie. 1 million d'animaux déjà morts de froid et ce vent glacial qui balaie les steppes depuis plus de 4 mois. Ça va être pire dans les mois qui viennent. Bientôt, il n'y aura plus du tout de bêtes, puisqu'on n'a rien à leur donner à manger. 80% des Mongols vivent grâce au bétail. Le lait, la viande, la fourrure, le cuir, les excréments pour chauffer les yourtes. Sans leurs animaux, ces nomades sont condamnés. Selon l'ONU, 300 000 personnes sont aujourd'hui menacées de famine. Et dans les hôpitaux glacés, il faut parfois amputer des hommes, pourtant habitués à se préserver du froid. L'aide internationale commence à arriver, des sacs de blé mais aussi du fourrage pour nourrir le bétail. Et pendant ce temps, le vent continue de façonner à sa guise les plateaux glacés de Mongolie. Enquête exclusive France 2 concernant l'uranium appauvri. Il ne s'agit plus de son utilisation lors de la guerre du Golfe ou des Balkans, mais désormais de sa présence très peu connue dans certains de nos objets usuels. Des bijoux, des émaux, du carrelage contiennent de l'uranium appauvri sans que l'on puisse dire avec certitude la réalité du danger. Au moins pourrait-on informer les consommateurs. Reportage Diego Garcia et Frédéric Faure. Malgré les apparences, cette fleur est peut-être vénéneuse. Loin du Golfe, loin des Balkans, l'uranium appauvri fait parler de lui là où on ne l'attend pas, tout près de chez nous. À 7 km de Limoges, le seul fabricant français de poudre d'émail propose aux professionnels une gamme de 130 couleurs. Parmi elles, 2 jaunes d'un éclat particulier grâce à l'uranium appauvri fourni par l'industrie nucléaire. Problème, fin 99, on découvre qu'ils sont radioactifs. Alors vous avez arrêté d'en vendre ? D'en vendre, non. On a arrêté d'en fabriquer. La COGEMA a stoppé la commercialisation de ce produit.
Bon, maintenant, on attend, mais je pense qu'il ne faut pas créer des psychoses où il n'y a pas lieu d'y en avoir. En attendant, le stock restant de poudre radioactive est toujours vendu aux émailleurs. Une simple notice les prévient de la présence de l'uranium appauvri. À Limoges, ville phare de l'émail, une trentaine d'artisans utilisent cette poudre régulièrement. Il n'y a aucun danger, ça fait 30 ans que je fabrique des émaux et j'ai aucun problème. Pour les associations de protection de l'environnement, les risques sont bien réels et mesurables. Ici, 6 fois la radioactivité ambiante. J'ai dans les mains un petit bijou, un petit pendentif que je viens d'acheter à Limoges dans une boutique. Je vais vérifier s'il dégage de la radioactivité. Je pose mon appareil dessus et j'enregistre. Et mon appareil monte. Ce qui signifie que ce bijou est radioactif. Pour ce carrelage, 30 fois la radioactivité ambiante. Et ce n'est pas tout. Écoles, centres aérés ou particuliers, les pigments ont été la plupart du temps manipulés sans aucune précaution par un grand nombre d'enfants et d'adolescents. Responsable de cette situation, la Cogema. L'industriel du nucléaire vendait il y a peu une partie de son encombrant stock. Ce que vous voyez là-bas, ce sont les hangars qui abritent l'uranium appauvri. Pour l'instant, il y a 10 ou 12% de la production française qui est là, mais à terme, il y en aura 199 900 tonnes. Chaque année, 30 convois ferroviaires chargés d'uranium appauvri remplissent ces hangars tout à fait ordinaires. Ici, pas de mesures de sécurité particulières. Officiellement, il ne s'agit pas de déchets nucléaires. Et pour la Cogema, le site n'est pas dangereux. Les risques d'accident sont très faibles, ont été étudiés. C'est par exemple la chute d'un conteneur. On a sur place des mesures pour récupérer le produit, pour traiter les eaux, et donc tout un réseau de collecte particulier des eaux est prévu dans cette installation. Après ces paroles rassurantes, nous avons voulu vérifier si les bijoux radioactifs achetés la veille pouvaient présenter un danger. L'analyse confirme rapidement la présence d'uranium appauvri et pour certains spécialistes, sa dangerosité ne fait aucun doute. Par ingestion, c'est-à-dire par la bouche, c'est-à-dire si on en a sur les doigts, ou par inhalation quand il est présent dans l'air, ces pots d'uranium, évidemment, il suffit de quantités très faibles pour atteindre les limites maximum autorisées pour le public annuel. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut considérer que c'est un produit dangereux. Le Conseil d'État devrait décider prochainement si cet uranium appauvri doit être considéré ou non comme un déchet nucléaire. De cette décision dépendra son utilisation pour un certain nombre de nos objets usuels. Peut-être alors aurons-nous besoin demain d'un compteur Gégère pour faire nos courses. La fondation de l'Abbé Pierre dénonce l'insuffisance des logements sociaux en France. Selon cette fondation, 850 000 personnes vivent aujourd'hui dans des logements inconfortables, insalubres. Depuis 20 ans, la construction locative a chuté, ce que reconnaît le secrétaire d'État au logement Louis Besson, en rappelant le vote récent de la loi contre l'insalubrité justement et le mal logement. Voyez le reportage de Frédéric Vion et Sylvain Daubat. Ahmed Boufaden habite depuis 1992 cet immeuble du 10e arrondissement de Paris. Au chômage depuis plusieurs années, il a éprouvé les pires difficultés à trouver cet appartement où il loge donc depuis 9 ans avec sa femme et ses 6 enfants. En tout, 8 personnes qui doivent vivre dans seulement 2 pièces, des pièces aux murs rongés par l'humidité et où la vie quotidienne doit s'organiser au plus juste dans moins de 35 mètres carrés. Donc j'étais obligé d'acheter 2 canapés. Le soir, on les ouvre, les filles dorment ici et nous, on dort ici. D'abord, j'ai pas assez d'espace pour mes enfants, ils n'arrivent même pas à faire leurs devoirs. Combien vous payez ici? Je paye 4 450 francs. Auparavant, je paye 4 900. Il m'a baissé de 450 francs. Ah, un geste qu'il a fait. 4 500 francs, c'est pourtant plus de 2 fois ce que les Boufaden paieraient pour 4 ou même 5 pièces dans une HLM. Un placement en HLM que la famille réclame depuis des années sans jamais l'obtenir. Elle n'a pas eu droit non plus aux aides au logement, celles-ci étant refusées en cas de surpeuplement, comme ici. Quant aux propriétaires, ils ont changé plusieurs fois. Résultat, des parties communes à l'abandon et des locataires qui ne savent plus quoi faire pour enfin se faire entendre. Le problème, c'est que on bouge, on voit les autorités, on voit concernant notre maire du 10e, mais rien ne change, quoi. C'est ça, on demande qu'est-ce qu'il faut faire. Fin janvier, l'immeuble a changé de main une nouvelle fois. Les nouveaux propriétaires ont promis des travaux et une baisse des loyers, mais les promesses, les locataires ont hélas appris qu'il ne fallait pas toujours y croire.
On a appris aujourd'hui le décès du président du journal Sud-Ouest, Jean-François Lemoine. Âgé de 57 ans, il avait fait toute sa carrière dans ce quotidien, victime en mai 91 d'un grave accident de la route qui le laissait tétraplégique. Il n'en continuait pas moins avec courage et dynamisme à diriger son groupe. Jacques Chirac, Lionel Jospin et le maire de Bordeaux, Alain Juppé, ont exprimé cet après-midi leur tristesse et leur émotion. Du sport, du football, avec un bon point rapporté hier par le PSG de Milan dans un match comptant pour la Ligue des Champions. Alors après ce premier but de Leonardo, un ancien parisien, quelques minutes plus tard, c'est Anelka, parti à la limite du hors-jeu, qui va égaliser. L'arrivée triomphale à Southampton en Angleterre d'Hélène MacArthur à la barre de son monocoque Kingfisher. Vous allez voir, la deuxième du Vendée Globe a été longuement saluée à Southampton par une flottille d'une dizaine de bateaux et puis évidemment un public anglais enthousiaste. Du rugby, le sélectionneur du 15 de France a donc reconduit à une exception près, suspension de Fabien Galtier, l'équipe qui avait difficilement vaincu l'Écosse au Stade de France pour affronter l'Irlande samedi. Ça sera en direct sur France 2. Une équipe qui va beaucoup compter sur son capitaine Fabien Pelous, dont Nathanaël Dorinxin et Sylvain Daubat nous font maintenant le portrait. À première vue, Fabien Pelous a l'air d'un garçon sans histoire. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Les mêlées, ça laisse des traces. Pelous est rugbyman et il a de l'ambition. Qu'une équipe soit crédible, il faut qu'elle gagne. Il ne faut pas simplement qu'elle fasse du beau jeu. Il faut qu'elle gagne. Parce que moi, je préfère gagner à la limite 12-10 que de perdre 38-35. Depuis 5 ans, Fabien Pelous est de tous les combats de l'équipe de France. Ses adversaires le comparent à un guerrier. Ses partenaires ont un autre point de vue. Humainement, vous n'avez qu'à le suivre et toutes les 30 secondes, il propose un large sourire, donc ça résume sa personnalité. En territoire britannique, Fabien Pelous incarne le bon côté du rugby français. Un French gaillard d'1m98 avec un French costard et un French accent. Les Anglais, ça, ils adorent. Personne ne m'attendait. Nobody was here in airport and I come to the museum. À Londres, la Pelous Mania ne sort pas du Victoria Museum. À la réunion annuelle des capitaines du tournoi, Pelous est assailli par les médias britanniques. Plus surprenant, il se fait cirer les pompes par les autres capitaines. C'est un gars vraiment sympa et j'ai beaucoup de respect pour lui, tant pour l'homme que pour le joueur. Son talent est indiscutable, vous savez, c'est un gagneur hors pair et en plus, c'est un très bon meneur d'hommes, un bon capitaine. Fini les claques et les nions. Oubliez les mauvais gestes vus pendant la dernière Coupe du Monde. Aujourd'hui, Pelous est un capitaine modèle. Je dois être un exemple pour les autres joueurs et en commettant ces fautes-là, je me discrédite un peu par rapport au discours que j'ai pendant toute la semaine. À 27 ans, Fabien Pelous a déjà traîné ses crampons sur tous les terrains du monde. Il ne compte pas s'arrêter là. Le plus apprécié des joueurs français a soif de victoire. Contre l'Irlande ou l'Angleterre, peu importe, pourvu que la France gagne. Depuis 18h ce soir à l'Opéra Bastille à Paris, on donne le dernier opéra de Richard Wagner, Parsifal. Il y aura 4 autres représentations pour cette œuvre qui sera servie par Placido Domingo. Rencontre et reportage avec Dominique Barouche, Daniel Lévy et Didier Rancoeur. 2 heures avant de monter sur scène, Placido Domingo s'offre un bain de foule inattendu. Mais vous avez le temps d'avoir une vie publique? Un peu. Mais je dois prendre beaucoup de précautions pour quand je dois chanter et tout ça, non? Une voix de ténor, ça s'économise. Dans Parsifal, il incarne le jeune homme pur qui sauvera le royaume des chevaliers du Graal. Tout à sa démesure, il campe le rôle quasi simultanément à Paris et Madrid, après d'innombrables allers-retours entre Paris et New York, où il est chef d'orchestre. C'est un homme qui a aussi des ressources physiques, un stamina phénoménal. Et son médecin m'a dit à New York, j'écris cette anecdote dans le livre, qu'il doit produire une espèce de substance chimicale que personne d'autre ne produit. Pour le chanteur, rien de magique, mais le travail de toute une vie. Placido Domingo est le seul ténor aujourd'hui capable de passer de la sensualité de l'opéra italien au romantisme froid de l'œuvre Testament de Wagner. À 60 ans, il a surtout passé la limite d'âge qu'il s'était lui-même fixée. Il faut avoir beaucoup de respect pour vous et pour le public, non? Mais
Si je me sens bien, je ne vais chanter un jour de moins. Pas un jour de plus, mais pas un jour de moins. Cela fait 3 mois déjà que toutes les places pour Parsifal ont été vendues. C'est que le phénomène Domingo est d'autant plus recherché qu'il est rare. La deuxième partie de cette édition maintenant, la partie politique, avec un complément d'information à propos de Dominique Voynet. Non seulement elle ne sera pas candidate à la présidentielle de 2002, mais elle quittera le gouvernement à l'été. Ce soir, nous parlerons de Paris avec mon invité Philippe Séguin. Mais auparavant, Laurent Hakim évoque l'une des données de la campagne municipale parisienne à droite, c'est-à-dire le rôle de Jean Tibéry et ses relations en chaud et froid avec le président de la République. Les amitiés de 30 ans ont parfois la vie dure, Jacques Chirac le sait bien. L'ancien maire de Paris et son successeur ne se croisent plus que pour le protocole, des vœux, des inaugurations. Jacques Chirac a pris ses distances, les affaires et le système parisien remontent à la surface. À l'automne dernier, la cassette mairie fait scandale, Jean Tibéry affiche son éternelle fidélité. Ce qui gêne Jacques Chirac ne me fait pas plaisir. Et puis c'est la mise à la porte du RPR. Le mouvement a investi Philippe Séguin pour les municipales à Paris. Jean Tibéry conteste ce choix. Après avoir milité, participé à des combats difficiles, plus faciles, avec le général de Gaulle, avec Georges Pompidou et avec Jacques Chirac. Mais surtout, il reste convaincu que le président de la République n'est pour rien dans sa disgrâce. Il m'a dit qu'il n'avait jamais participé à ça, donc je le crois, puisque c'est un ami. Un mois plus tard, c'est le premier geste public de Jacques Chirac en soutien à Philippe Séguin à l'occasion du sommet franco-allemand de Vittel. Le maire de Paris affiche son amertume sur 5 colonnes dans le Figaro magazine. Jacques Chirac n'est plus son ami. Et pourtant, il ira quand même à l'Élysée début janvier pour des vœux à l'abri des regards. Les amis de Jean Tibéry veulent y voir de vraies retrouvailles. Il y a les regards, il y a le tout, parce que c'est pas la langue de bois, mais il y a le président de la République ne peut pas intervenir dans le débat municipal. Chacun le comprend. Des regards, parlons-en, Jacques Chirac peut en avoir de cruels pour son ami de 30 ans. Une rencontre discrète, Chirac-Séguin dans les coulisses de la Coupe du Monde de handball et l'Élysée ne manque pas de diffuser la photo. Une semaine plus tard, Jérôme Monod, l'un des conseillers les plus en vue à l'Élysée, est au meeting du candidat de l'Union de la droite. Jean Tibéry reprend sa plume pour reprocher au président une grave entorse à sa position d'arbitre et de président de tous les Français. Il ne manquait que Bernadette Chirac pour épauler Philippe Séguin, c'est chose faite depuis lundi. Pour Jean Tibéry, le président a scellé son destin à celui du candidat parisien. Si, comme cela est très possible, M. Séguin est largement battu, c'est Jacques Chirac directement qui sera battu. Si Jacques Chirac évite Jean Tibéry, Philippe Séguin ignore le maire sortant. Mais pour ne pas livrer Paris à la gauche, les deux candidats ennemis de la droite devront peut-être se réconcilier entre les deux tours des municipales, avec n'en doutons pas la bénédiction de Jacques Chirac. Philippe Séguin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez reçu des signes de l'Élysée ces derniers temps. Vous êtes le candidat officiel du président de la République? Je ne suis rien de tout cela. Le président de la République n'a pas de candidat officiel à une élection municipale, quelle qu'elle soit. Bon, chacun est libre d'interpréter la présence de Bernadette Chirac à mes côtés lors d'une visite d'établissement hospitalier, la présence de Jérôme Monod. Je dois dire qu'avec Bernadette Chirac, ce n'est pas la première campagne que nous faisons ensemble. Nous avons fait des campagnes présidentielles ensemble, nous avons fait des réunions ensemble, en particulier en Corrèze. J'ai été très touché par sa présence, mais je n'ai jamais dit, moi, que j'étais soutenu par le président de la République pour autant. Mais ça vous fait plaisir, quand même? Oh, ça m'a fait plaisir qu'elle soit là, oui, bien sûr. Ça m'a fait plaisir que Jérôme Monod vienne à une de mes réunions aussi. Alors, parlons de votre projet. On va essayer de rentrer dans les choses concrètes. Que ferez-vous, justement, de plus, de différent de ce qu'a fait Jean Tibéry? Écoutez, d'abord, en matière de transparence, les choses seront incontestablement différentes. Il y a une attente des Parisiens en la matière. Bon, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas, comment dirais-je, charger un seul homme de tous les péchés d'Israël. En vérité, c'est un système que malheureusement Jean Tibéry
apporté à ses conséquences les plus négatives, qui est en cause et qui ne correspond plus à l'attente des gens. Il est devenu non seulement insupportable, mais je dirais tout simplement anachronique. Mais c'est un système tibérique qui est différent d'un système Chirac? Oui, il a été. Il y a un système depuis 1995 et on ne saurait assimiler la période qu'on vit depuis 1995 à ce qu'on a vécu sous les mandatures animées par Jacques Chirac. J'en prendrai deux simples exemples. Moi, je suis très attaché, peut-être parce que je suis moi-même fonctionnaire d'origine, à l'impartialité de la fonction publique, y compris de la fonction publique municipale. J'ai été très choqué par le fait que le secrétaire général de la ville, avec l'assentiment et probablement les encouragements du maire actuel, prenne des positions politiques publiques. Ça ne se passait pas sous Jacques Chirac. De la même façon, j'ai été très choqué de constater que sous prétexte que des conseillers de Paris n'avaient pas voté dans le sens souhaité par le maire de Paris, ils avaient été sanctionnés. On les avait privés de bureaux, de collaborateurs, etc. Ça ne se passait pas ainsi sous Jacques Chirac. Donc il y a incontestablement une caractéristique qui s'attache aux 6 années qui viennent de s'écouler. Et pourtant, je regardais parmi les personnes qui sont aux têtes de liste ou qui vous soutiennent, Mme de Panafieux, M. Balladur, Mme Catala, M. Bulté, M. Bariani et encore d'autres, tous ceux-là, ils ont travaillé avec Jean Tibéry. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir une rupture si vous êtes maire? Ils ont travaillé avec Jean Tibéry, mais pour reprendre la première personnalité que vous avez citée, et qui est un bon exemple, Françoise de Panafieux, elle avait rompu avec Jean Tibéry, précisément parce qu'elle n'acceptait pas ses méthodes. Vous vous souvenez probablement que Jacques Toubon avait été à l'origine de ce qu'on avait appelé un putsch au sein de la mairie. Il y avait eu de graves problèmes au sein de la majorité municipale. Ça n'est pas mon apparition qui est à l'origine de ces difficultés. C'est ça, c'est la phrase que vous avez dit à nos confrères du Figaro. La droite n'est pas en situation difficile à Paris à cause de moi. C'est à cause de qui alors? Non mais attendez, cher M. Sérillon, prenons un peu les choses comme elles sont. 1995, Jacques Chirac vient d'être élu président de la République. Quelques semaines plus tard, Jean Tibéry se présente à la mairie de Paris. Nous perdons 6 arrondissements. Il se présente avec l'aval de Jacques Chirac. Nous perdons 6 arrondissements. 1998, élection régionale. La droite n'est majoritaire que dans 10 arrondissements. La gauche l'emporte dans 10 arrondissements. Je m'en souviens parfaitement. 1999, élections européennes, c'est dans 14 arrondissements que la gauche se retrouve majoritaire. Alors, il ne faut pas comparer la situation actuelle à une situation du temps de Jacques Chirac. Du coup, vous n'êtes pas surpris par les sondages? Pas du tout. Moi, quand j'ai été désigné comme candidat, j'ai dit, je ne suis pas là pour conserver Paris, je suis là pour conquérir ou reconquérir Paris. Parce qu'au moment où je me lance dans la bataille, Paris, et je dis, est perdu. Donc nous devons la reconquérir. Alors il faut mobiliser les électeurs de droite. Et... Alors vous me demandiez, vous parlez des électeurs de droite et vous me demandiez à l'instant, je ne vous ai pas répondu, quelles étaient les raisons de cette situation. Il y a probablement des raisons spécifiques à Paris, que Paris a évolué. Sociologiquement, changé. Sociologiquement, c'est incontestable, avec l'apparition de nouvelles catégories sociologiques, les fameux bobos, les bourgeois bohèmes dont on parle tant. Vous en êtes un ou pas? Je ne pense pas, bon, non, franchement. Bourgeois peut-être, mais pas bohème, ou bohème, mais pas bourgeois, quoi. Je vous laisse à vos appréciations. Il y a d'autre part un autre problème, qui est le problème d'un rejet général de la droite. Vous pourrez l'observer, M. Sérillon, les difficultés, nous ne les connaissons pas qu'à Paris. Il y a actuellement une mauvaise période pour la droite, et en particulier, bizarrement, depuis 3 mois et demi. Mais est-ce que vous portez une responsabilité dans cela? Oh, écoutez, ça on verra après les résultats. J'espère l'emporter, donc j'espère être responsable ou artisan de la victoire. Il y a incontestablement une responsabilité collective. Alors les gens, lorsqu'on leur parle, aux électeurs de droite et du centre, vous reprochent pêle-mêle l'espoir déçu de 1995, la dissolution de 1997, le désordre à droite, etc., etc. Et ils tardent à se mobiliser. Je crois que les sondages actuels montrent une capacité plus forte de la gauche à mobiliser son électorat que du côté de la droite. Alors tout le pari que nous faisons, c'est que
pour être différée, cette mobilisation ne va pas moins en avoir lieu. Mais vous savez bien aussi qu'ils vous reprochent de ne pas avoir envie de faire une fusion, de rallier tout le monde à droite. Ça, c'est autre chose. Mais moi, parce que la désunion, c'est mauvais pour vous. D'abord, moi, je ne suis pas à l'origine de la désunion. Hein. Moi, j'ai été désigné par le RPR, l'UDF, Démocratie libérale, c'est-à-dire par tous les partis de l'opposition nationale, comme candidat à Paris. Mais vous ne dites pas si vous allez vous retirer pour Jean Tibéry, par exemple, s'il est en tête au deuxième tour. Bien sûr que je dis que je vais me retirer. Bien sûr, je dis que je vais me retirer. Il y aura retrait de nos listes chaque fois que d'autres listes, les listes de Jean Tibéry, seront devant nous. Ça ne va pas arriver souvent, je me rassure, je rassure chacun, mais je prends bien volontiers. Et vous appellerez à voter pour lui ? En compte l'hypothèse. Oui, il faudrait, si on se retire, il faudrait vraiment prendre des électeurs du centre et de la droite pour des débiles, en pensant qu'ils ne savent pas quoi faire quand on leur dit de faire barrage à la gauche. Non, M. Sérillon, moi je m'en tiens à un principe républicain très, très connu, très ancien. Au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. Bon. Au deuxième tour, quel est notre ennemi? Ce n'est pas M. Jean Tibéry. M. Jean Tibéry n'a aucune chance de redevenir maire de Paris. En revanche, M. Delanoë a une chance sérieuse de devenir maire de Paris. Il faut donc faire barrage à la gauche, et nous ferons en sorte de faire barrage à la gauche de la manière la plus efficace possible. Je n'en connais pas de plus efficace que celle qui consiste à retirer ces listes en faveur de celles qui sont mieux placées. Alors vous évoquez la transparence dans vos projets. La première mesure, par exemple, vous avez envie de prendre si vous êtes à l'hôtel de ville? La première mesure que je prendrai, ça sera de nommer un nouveau secrétaire général. Oui. Impartial, celui-là. Un secrétaire général impartial et qui est surtout un secrétaire général qui restera dans ses fonctions, qui obéira aux élus dans le cadre de la loi et qui ne prendra pas de position publique. Mais pour les Parisiens, quelle mesure pour les Parisiens? Non mais restons un instant sur ce point. Vous savez, c'est pas des histoires que je vous raconte. Moi, quand je suis devenu maire pour la première fois en 1983 à Épinal, vous savez qui j'ai trouvé comme secrétaire général qui était en place? C'était mon ancien adversaire socialiste aux élections législatives. Il y avait une pression folle du style de celle que je connais aujourd'hui, ou que j'ai connue en 98 quand il s'agissait de s'allier, disaient certains, au Front National, une pression folle pour le renvoyer. Moi je lui ai dit pas du tout, il est en place, s'il fait son métier correctement et loyalement, je ne vois pas pourquoi je le renverrai. Et il est resté pendant 6 ans, c'est-à-dire pendant toute la durée de ma mandature. C'est dire que pour ce qui me concerne, moi je ne fais jamais de chasse aux sorcières. Bon, je cherche simplement à mettre les choses bien en place. Alors ensuite, la mesure concernant les Parisiens, la première mesure, la circulation, ça sera évidemment sur la sécurité. Ça sera sur la sécurité. Je lancerai immédiatement le processus de création de notre police municipale. Ça, c'est une nécessité. Mais la loi ne le permet pas. La loi le permet. La loi permet la mise en place de forces de sécurité. D'ailleurs, on en distingue les prémices. Vous voyez se balader un certain nombre de véhicules dans Paris avec direction de la prévention et de la sécurité. Bien sûr que c'est possible. Mais moi, je ne cherche pas à avoir une police armée. Je ne cherche pas à avoir une police concurrente de la police nationale. Pas du tout. Je cherche à avoir des gens qui fassent ce que la police nationale n'a pas le temps de faire, ou qui déchargent la police nationale de tâches qui pourraient être plus facilement ou aisément faites par d'autres. C'est la tranquillité de voisinage, c'est la médiation sociale, c'est la police au carrefour, c'est la surveillance des entrées et des sorties d'école, c'est la lutte contre le bruit, c'est l'observation des règles en matière de propreté animale. Ce sont toutes ces choses. Et ce que je souhaite, c'est que la police nationale, elle puisse se recentrer sur sa véritable vocation, qui est la lutte contre la criminalité et la délinquance. Une question précise. Il y a environ 40 000 employés de la mairie de Paris. Est-ce que c'est trop d'après vous? Est-ce que vous avez l'impression, pour reprendre l'expression, il faut dégraisser le mammouth? De toute façon, sauf à utiliser les facultés ouvertes par les départs en retraite, les fonctionnaires sont des fonctionnaires et ils ont droit à la stabilité de leur emploi. Non, moi je considère que sur ces 40 000 agents, un certain nombre peuvent être déployés. Ça va être le cas, par exemple, pour la police. Je pense qu'il faudrait 3 000 emplois nouveaux
plus 3000 emplois redéployés, c'est-à-dire 3000 emplois qui existent déjà et qui seront affectés directement à la police. Ce qui coûtera, vous allez voir comme je suis honnête, M. Carèche, qui est le directeur de la campagne de M. Delanoë, a dit que ça coûterait 1,5 milliard. Il y a une grosse bagarre de chiffres entre moi vous, je dis que ça coûtera 2,4 milliards. Oui, je suis honnête, je dis que ça coûte plus cher que ce qu'estiment les socialistes. Mais pour autant, ça sera financé sans qu'il soit besoin d'augmentation d'impôts, ce qui n'est pas le cas, j'ai eu l'occasion de le dire, s'agissant du programme socialiste qui conduirait à un doublement de la fiscalité des Parisiens. Je voudrais savoir, parce qu'on dit souvent, Philippe Séguin, il n'y croit pas, machin. Bon, vous y croyez encore, malgré tous les sondages, malgré les successions d'annonces de défaites? Je vous regardais tout à l'heure en train d'annoncer le match nul du PSG, qui aurait dû être une victoire, hein, parce que en fait, à la place du deuxième but, on a eu une expulsion, mais normalement, Anelka doit mettre le deuxième but. Vous ne diminuerez pas la subvention au PSG? Moi, je me suis souvent comparé, qu'il m'excuse, ces dernières semaines à Luis Fernandez. Ah bon? Je me suis dit, il est aussi critiqué, vilipendé, attaqué que je le suis moi-même. Et puis, hop! Voilà, on va à Milan. Vous savez bien que les entraîneurs, ça va se vite. Hein, normalement, il devrait s'être fait massacrer à Milan et il fait un résultat qui est quasi historique. Donc pareil pour vous, d'après vous? Oui, en fait. Vous voyez gagnant mais le 18 mars. Sincèrement. Parce que j'ai fait la campagne présidentielle de 95, je vous le disais tout à l'heure. J'ai commencé avec Jacques Chirac au moment où il était à 14%, il a fini par gagner. Et en 1997, 3 semaines, rappelez-vous, M. Serillon, 3 semaines avant le premier tour de l'élection législative de 97, après la dissolution, le problème n'était pas de savoir si la majorité de l'époque allait être reconduite. Le problème était de savoir si elle aurait 100 ou 150 sièges d'avance. 3 semaines après, elle était dans le trou. C'est vous dire que les sondages ne sont pas inexacts, mais ils traduisent une humeur à un moment donné et pas une décision. Merci Philippe Séguin. Merci. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité que nous avons développée, notamment les recommandations de prudence et de précaution recommandées pour la viande de mouton, d'agneau et de cabri. On craint en effet une transmission possible de la maladie de la vache folle à ces animaux. Et puis les éleveurs de bovins qui ont manifesté un petit peu partout leur colère, leur déception. Le ministre Jean Glavany va demander maintenant à Bruxelles la possibilité d'aide directe à la filière bovine. La météo dans quelques instants avec Patrice Drevet, puis le point route avec Yves Cara, 21h, envoyé spécial, le magazine présenté par François Joly, avec notamment une enquête en Corée du Nord. À un peu plus d'1h du matin, le dernier journal de rédaction vous sera présenté par Laurence Piquet. Demain à 7h50 dans Les 4 vérités, Gérard Morin recevra Roger Gérard Schwarzenberg, le ministre de la Recherche. Et puis à 13h, vous retrouvez Gérard Rolls, et à 20h, ici même Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.